Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VK, consacrée aujourd'hui à la réforme des marchés publics et à son impact sur le quotidien des acheteurs. Je suis Loredana, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sébastien Topiac, directeur délégué à l'innovation à l'UGAP, ainsi que Guillaume Malespine, directeur juridique adjoint également à l'UGAP. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, comme vous allez nous l'expliquer dans un instant, il y a en effet depuis quelques années une mutation profonde de l'achat public, confirmée par la récente réforme, qui concerne tous les secteurs d'activité, qu'il s'agisse des achats de l'État, des collectivités territoriales ou des hôpitaux. C'est pourquoi il est nécessaire que tous les acteurs de la commande publique, qu'ils soient directeurs généraux, responsables des achats, acheteurs, juristes, contrôleurs de gestion, logisticiens ou approvisionneurs, disposent de l'expertise nécessaire pour participer de façon active à ce grand chantier de modernisation et de transformation de l'achat public. Cette mutation profonde de l'achat public offre de nouveaux leviers aux acheteurs, et cela à tous les chaînes de la chaîne d'achat traditionnelle. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour vous annoncer la sortie très prochaine du nouveau millésime de Optimiser vos achats publics que vous voyez s'afficher sur vos écrans, proposé par les éditions VK, qui a justement été conçu pour accompagner les collectivités dans la construction de leur politique achat, en tenant compte de ces nouveaux leviers juridiques et méthodologiques. Il s'agit donc là d'un complément tout naturel à cette webconférence. Vous pourrez retrouver toutes les infos dont vous avez besoin sur ce service documentaire sur notre site www.vk.fr, dans l'onglet édition, rubrique marché public bien sûr. Messieurs, avant de vous laisser la parole, juste quelques toutes petites précisions pour nos auditeurs sur le déroulement de cette session. Au cours de cette webconférence, vous avez la possibilité de poser des questions à Sébastien et Guillaume via la fenêtre questions qui se trouve tout à droite de votre écran dans l'interface webinaire que vous avez téléchargée. Sébastien et Guillaume feront évidemment leur possible pour y répondre à l'issue de leur présentation. Restez donc bien connectés une fois la première partie terminée. Et enfin, nous vous informons que cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne et dont le lien va vous être envoyé par mail dans les jours à venir. Voilà, Guillaume, c'est à vous, je vous laisse la parole. Merci Loredana. Bonjour à toutes et à tous. Guillaume Malespine, directeur juridique adjoint de l'UGAP. Donc, dans le temps qui nous est imparti, il s'agit d'évoquer les principales évolutions issues de la réforme du droit des marchés publics. Je n'emploie pas à dessein le terme code des marchés publics puisque le code des marchés publics n'existe plus. Donc je mettrai l'accent dans cette demi-heure sur les principales nouveautés. Nouveautés d'abord résultant de la refonte du cadre juridique, puisque comme vous le savez, le droit des marchés publics est inspiré du droit européen avec des directives adoptées en février 2014 sur le secteur classique et sur les secteurs exclus. Il y a une troisième directive sur les concessions, mais qui n'est pas au cœur de notre sujet. Ces directives ont été transposées en droit interne, d'abord en 2014, à travers un décret portant mesures de simplification. C'est ce décret du 26 septembre 2014 qui a introduit le partenariat d'innovation et un certain nombre de règles allant dans le sens de la simplification de l'accès des entreprises au droit de la commande publique. L'essentiel de la transposition est intervenu en deux temps. D'abord avec l'ordonnance du 23 juillet 2015, qui a pour première conséquence c'est que la réglementation de la commande publique acquiert une valeur législative, alors que jusqu'à présent le droit des marchés publics avait une valeur réglementaire. Ordonnance donc du 23 juillet, précisée, complétée par un décret d'application du 25 mars. L'ensemble du dispositif, comme vous le savez, est entré en vigueur le 1er avril 2016. Ces règles sont applicables pour toute consultation lancée à compter du 1er avril 2016. Voilà les choses bien établies, la perspective étant l'adoption d'un code de la commande publique. Le gouvernement envisage l'adoption de ce code de la commande publique avec l'échéance de 2018, une loi d'habilitation, enfin, la loi en cours de discussion, dite loi Sapin 2, habilite le gouvernement à prendre une ordonnance pour justement adopter ce code de la commande publique. Donc encore une fois, l'essentiel de l'intervention principale porte sur les innovations introduites par l'ordonnance et le décret du 25 mars. La première
modification de fond concerne la vocation même du droit de la commande publique. Jusqu'à présent, la réglementation était orientée sur une préoccupation essentielle pour les collectivités, qui était un achat public efficient, performant, en termes de dépenses publiques. On sait que l'article 1er du Code des marchés publics disait clairement que les grands principes du droit de la commande publique ont pour objet le bon emploi des deniers publics, et l'efficacité de l'achat public. Ces principes demeurent, on les retrouve dès l'article 1er de l'ordonnance de 2015, mais on constate que l'outil marché public est désormais davantage orienté vers la satisfaction d'autres préoccupations du gestionnaire public. En ce sens, les marchés publics sont davantage, sans doute, que par le passé, des instruments au service de politiques publiques. Sébastien Topia qui reviendra dans quelques instants. Je mentionne simplement ici que le droit de la commande publique, le droit des marchés publics a pour vocation de faciliter l'accès et la participation des PME à la commande publique, de stimuler l'innovation au service de la croissance avec un certain nombre d'instruments juridiques, le partenariat d'innovation et la procédure concurrentielle avec négociation, qui est la procédure permettant de conclure un partenariat d'innovation, les critères de choix qui sont précisés dans le cadre juridique issu de l'ordonnance et du décret, confortent le caractère innovant comme de l'offre, comme élément de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse. Et puis l'exécution du marché permet également d'introduire des considérations relatives à l'innovation. PME, innovation, autre vocation, autre finalité du droit de la commande publique, soutenir les politiques d'insertion sociale. La catégorie des marchés réservés est sensiblement élargie. On distingue deux types de marchés réservés. Les marchés réservés qui ont pour objet de permettre l'insertion sociale des travailleurs handicapés ou défavorisés. Le décret de 2016 fixe une proportion minimale d'employés de l'organisme en cause pour qu'un acheteur public puisse leur réserver, conclure un marché directement avec ces organismes, 50% des employés de l'organisme minimum, auquel cas le marché peut être conclu directement. Il y a également les marchés réservés aux entreprises de l'économie sociale et solidaire, c'est une deuxième catégorie de marchés réservés, avec un encadrement. D'abord, tous les marchés ne peuvent pas bénéficier de ce régime particulier. Seuls les marchés de services de santé sociaux et culturels qui sont visés dans un avis qui a été publié le même jour que le décret du 5 mars 2016 au journal officiel du 27 mars, il y a un certain nombre d'avis qui ont été publiés, et dans l'un de ces avis, on a la liste des marchés réservés aux entreprises de l'économie sociale et solidaire. S'agissant des marchés de services de santé sociaux et culturels, on peut s'y reporter très facilement. Autre limite, ces marchés ne peuvent être que d'une durée de 3 ans ou plus. Et enfin, dernière limite, que je rappelle ici, l'impossibilité de conclure un marché réservé avec le même organisme au terme des 3 ans. C'est-à-dire que la première entreprise, le premier organisme qui a bénéficié d'un marché réservé pour 3 ans ne peut pas être à nouveau titulaire d'un marché réservé sur les 3 années qui suivent. Alors, ce droit de la commande publique, il s'applique à des acheteurs. La notion d'acheteur est introduite dans le droit français. Elle ne figurait pas dans le Code des marchés publics. Là, nous avons la notion d'acheteur qui recouvre les anciennes notions de pouvoir adjudicateur et d'entité adjudicatrice, avec toutefois quelques précisions opportunes qui ont été introduites. S'agissant d'abord de la définition des pouvoirs adjudicateurs, l'ordonnance, puisque c'est l'ordonnance qui fixe les règles en la matière, dit désormais très clairement que toutes les personnes morales de droit public sont des pouvoirs adjudicateurs. Je rappelle que sous l'empire du Code, les pouvoirs adjudicateurs une liste était beaucoup plus limitative. Il s'agissait de l'État et de ses établissements publics autres qu'industriels et commerciaux,
des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. Les autres personnes morales de droit public qui n'étaient pas listées dans le Code relevaient de l'ordonnance du 6 juin 2005, abrogée également par l'ordonnance du 23 juillet 2015. Donc toutes les personnes morales de droit public sont considérées comme pouvoir adjudicateur et par suite comme acheteurs. Certaines personnes morales de droit privé sous réserve de respecter les définitions fixées par l'ordonnance qui ne sont là que la reprise de la notion d'organisme de droit public que posent les directives de 2014. Qu'est-ce qu'un organisme de droit public? C'est un organisme qui est doté de la personnalité juridique, qui a été créé spécifiquement pour satisfaire des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel et commercial, et à cet égard, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne a une conception très large, très extensive de la notion de besoin d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel et commercial. Première condition, donc, l'objet de l'organisme. Pourquoi a-t-il été créé? Deuxième condition, elle tient aux critères de fonctionnement ou de financement de l'organisme. Est un organisme de droit public, un organisme qui est financé majoritairement par un pouvoir adjudicateur, dont la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur, ou dont les organes d'administration, de direction sont composés de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur. D'ordre pratique, prenons un exemple, imaginons une association qui intervient dans le spectre de la sphère publique, une association intervenant par exemple pour des manifestations culturelles, sportives, au bénéfice d'une collectivité territoriale. Cette association, elle a le statut de la loi de 1901, c'est-à-dire c'est une personne morale de droit privé. À partir du moment où cette association a été créée spécifiquement pour des besoins d'intérêt général autres qu'industriel et commercial, et on peut considérer que l'animation culturelle, sportive de la commune répond à cette définition. Si cette association, par ailleurs, voit l'essentiel de ses ressources assurées par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale, alors l'association en cause est considérée comme un pouvoir adjudicateur. J'ajoute que le financement, qui est souvent problématique ou difficile à identifier, ne repose pas exclusivement sur la subvention au sens strict. Il peut y avoir toute autre forme de financement. Il peut s'agir par exemple de la mise à disposition de locaux, il peut s'agir de la mise à disposition de personnel, il peut s'agir aussi de la garantie d'emprunt. Une collectivité territoriale, le Code général des collectivités territoriales le permet, comme vous le savez, peut garantir un emprunt souscrit par une personne privée dans des limites de ratios budgétaires et de ratios comptables qui sont précisés par le Code général des collectivités territoriales. Donc lorsqu'on se situe dans ce cadre, quand bien même nous serions en présence d'une association de droit privé, une association de personne morale de droit privé, l'entité en cause est considérée comme un pouvoir adjudicateur. Par suite, elle doit réaliser ses achats conformément aux règles issues de l'ordonnance précisées par le décret. Il y a enfin les personnes morales de droit privé constituées par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun. La notion d'entité adjudicatrice est également définitoire de ce qu'est l'acheteur. Sont des entités adjudicatrices les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une activité d'opérateur de réseau. Exemple, un établissement public de coopération intercommunale qui exerce la mission de transport interurbain. Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale exerce cette mission de transport interurbain pour le périmètre de l'ensemble de l'établissement public en cause exerce alors une mission d'activité d'opérateur de réseau. Il s'érige en entité adjudicatrice et il devra respecter les règles applicables aux entités adjudicatrices. Ce qui nous conduit à une situation un peu duale où le même établissement public de coopération intercommunale, suivant l'objet de son achat, achètera sous le régime du pouvoir adjudicateur, s'il s'agit par exemple d'acheter les fournitures de bureaux pour les services administratifs de l'établissement public
de coopération intercommunale, l'établissement achète en tant que pouvoir adjudicateur. S'il s'agit d'acheter les autocars, les bus, pour la mission de transport interurbain, c'est-à-dire pour la mission d'activité d'opérateur de réseau, alors l'établissement public de coopération intercommunale appliquera les règles applicables aux entités adjudicatrices. Avec, comme nous le verrons, des seuils d'achat, des procédures formalisées qui sont différentes suivant que l'on achète en qualité de pouvoir adjudicateur ou en qualité d'entité adjudicatrice. Est également une entité adjudicatrice toute entreprise publique exerçant une activité d'opérateur de réseau. On pense par exemple ici aux grandes entreprises nationales, SNCF Réseau, RTE, La Poste, mais il peut y avoir des entreprises publiques locales qui sont des entreprises publiques parce que elles sont dans un rapport de dépendance forte avec la collectivité, là où les collectivités qui l'ont créée, c'est le cas par exemple des entreprises publiques locales. Et puis, enfin, il y a les organismes de droit privé titulaires de droits spéciaux ou exclusifs. Je rappelle simplement ici ce que recouvre la notion d'activité d'opérateur de réseau, les choses connues. Il s'agit du domaine du gaz, de la chaleur, de l'électricité, le domaine des transports, le secteur postal. En somme, et en synthèse, est une activité d'opérateur de réseau, toute activité qui a pour objet de fournir un service au public. Un service au public dans les domaines ici précisés. Alors, comme on le voit, le champ d'application du droit de la commande publique, des règles issues de l'ordonnance précisée par le décret de 2016, est assez large. A l'inverse, il y a certaines relations contractuelles qui vont échapper aux règles de l'ordonnance, mais qui pour autant seront des marchés publics. Je rappelle que la définition du marché public est un marché public, tout contrat conclu à titre onéreux qui a pour objet de satisfaire le besoin d'un pouvoir adjudicateur déterminé par le dit pouvoir adjudicateur, contrat à l'initiative de la conclusion de laquelle le pouvoir, l'acheteur public, est évidemment l'auteur. Ce qui distingue le marché public de la subvention dont la définition a été prévue par la loi de 2014 sur l'économie sociale et solidaire. Donc il y a certains contrats qui, nonobstant leur qualification de marché public, ne seront pas conclus en application de l'ordonnance du 23 juillet 2015. C'est ce que l'ordonnance qualifie de relations contractuelles internes au secteur public. 4 situations sont prévues. La quasi-régie verticale descendante. Quelle est l'idée? La notion de quasi-régie, elle procède du droit européen et de la notion de in-house que la Cour de justice de Luxembourg a forgé dans son arrêt Técal de 1999. L'idée, c'est qu'à partir du moment où le co-contractant de l'administration est dans une relation de quasi-régie, c'est-à-dire finalement dans un rapport de dépendance si étroit avec la personne publique qui est à l'origine de sa création, il est possible de contracter directement avec elle sans appliquer les règles de la passation des marchés. C'est le principe de l'attribution d'un marché public à une personne contrôlée. Et je reprends mon exemple donné à l'instant sur cette association financée majoritairement par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale. Le marché qui va être conclu entre cette commune et cette association, qui est dans un rapport de dépendance étroit avec la collectivité, peut être conclu directement, sans appliquer les règles de procédure, de publicité et de mise en concurrence. L'idée, c'est que la collectivité exerce ce que l'on appelle un contrôle analogue sur l'entité en cause à celui qu'elle exercerait sur ses propres services. En réalité, la collectivité a externalisé auprès d'une association ce qu'elle aurait pu gérer en direct par ses services internes. La seule condition qui est fixée par l'ordonnance, c'est que l'attributaire, dans mon exemple l'association, doit exercer
plus de 80% de son activité au bénéfice de l'organisme qui le contrôle. C'est-à-dire que, pour rester dans mon exemple, l'association doit réaliser 80% de son activité au bénéfice de la commune, au bénéfice de l'établissement public de coopération intercommunale. En deçà, eh bien, on considère que l'association est un opérateur concurrentiel. Si c'est un opérateur concurrentiel, la commune ne peut pas lui attribuer directement un marché, elle devrait mettre en concurrence l'association impose avec les opérateurs économiques qui interviennent sur le même marché. Quasi-régie verticale descendante, pourquoi? Parce que c'est l'attribution du contrat de la commune vers l'association. Quasi-régie verticale ascendante, c'est la situation inverse. C'est l'association qui va attribuer directement un marché à l'entité qui la contrôle. La quasi-régie horizontale, c'est la situation dans laquelle un contrat va être conclu entre deux personnes morales contrôlées par le même pouvoir adjudicateur. Et je reste dans mon exemple des associations. L'association A est contrôlée majoritairement par la commune, l'association B est contrôlée majoritairement par la commune, dans les conditions dites du contrôle analogue. La quasi-régie horizontale, c'est la possibilité pour l'association A de conclure un marché avec l'association B sans être soumis aux règles de l'ordonnance du 23 juillet 2015. On considère qu'elles sont toutes les deux dans une situation de contrôle analogue avec le même pouvoir adjudicateur. De ce fait, elles ont la possibilité de contractualiser directement. Enfin, il y a une dernière situation de relations contractuelles internes au secteur public qui échappe aux règles de l'ordonnance, c'est la situation de coopération publique-publique. De quoi s'agit-il? La coopération publique-publique, c'est une forme contractuelle qui a été inspirée, créée par le droit européen, là encore, par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt de 2009. Il s'agissait de la jurisprudence Commission contre Allemagne, dite Ville de Hambourg. Quelle est l'idée? L'idée, c'est la suivante. Deux personnes publiques vont contractualiser pour assurer la mise en œuvre d'une mission de service public commune. Je vais prendre un exemple très concret. À partir du moment où ces deux personnes publiques agissent pour assurer, à travers un contrat, la mise en œuvre d'une mission de service public commune, le contrat ainsi conclu peut l'être sans avoir à être soumis aux règles de publicité et de mise en concurrence. Exemple concret. Prenons l'hypothèse d'un établissement public de coopération intercommunale qui a la compétence en matière de déchets, en matière de traitement des ordures ménagères, de valorisation des ordures ménagères. L'établissement public intervient pour l'ensemble de ses membres, l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. Imaginons une commune limitrophe qui n'est pas membre de l'établissement public de coopération intercommunale et qui doit, à ce titre, assurer la compétence de traitement des ordures ménagères pour sa commune. Elle considère que l'établissement public de coopération intercommunale exerce de manière satisfaisante la compétence déchets, la compétence traitement des ordures ménagères. Encore une fois, elle n'est pas membre de l'établissement public de coopération intercommunale. On a donc deux entités juridiques distinctes. L'établissement public d'un côté, qui exerce la compétence déchets pour l'ensemble de ses membres, et à côté une autre commune, personne juridique autonome, qui exerce la compétence pour son propre périmètre. La commune, isolée, a la possibilité de bénéficier de la prestation assurée par l'établissement public de coopération intercommunale pour elle-même. Il y a donc là la satisfaction d'un besoin de la commune auprès de l'établissement public de coopération intercommunale. Et on voit bien ici que la commune fait appel à un établissement public de coopération intercommunale pour le traitement et la valorisation des déchets, alors même qu'elle pourrait faire appel à des opérateurs privés. Les grandes sociétés
qui sont bien connus en matière d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères. Bien, la coopération publique-publique, c'est la possibilité pour la commune isolée de faire appel à un prestataire, l'établissement public de coopération intercommunale, pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères, alors même qu'elle n'est pas membre de l'établissement public de coopération. Il y a un contrat ici. Alors, dans quelles conditions ce contrat peut être conclu sans procédure de publicité et de mise en concurrence? Eh bien, il faut que, concrètement, la relation contractuelle ainsi nouée n'ait pas une dimension lucrative. Concrètement, cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'établissement public de coopération intercommunale doit réaliser la mission d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères au bénéfice de la commune isolée, dans les mêmes conditions que celles qu'elle réserve aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. En d'autres termes, le montant, la redevance qui pourrait être versée par la commune isolée doit être de même montant que celle des communes au bénéfice de l'établissement public de coopération intercommunale dont elles sont. Il ne doit pas y avoir de caractère lucratif à la relation contractuelle. La commune isolée ne doit pas payer plus que ce que pourraient payer les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. Coopération en vue de la mise en œuvre d'une mission de service public commune. Dans ce cas, le contrat peut être conclu sans avoir à se soumettre aux dispositions de l'ordonnance. Alors, voilà des éléments qui ont été clarifiés, qui ont été repris par l'ordonnance. Venons-en maintenant brièvement sur les procédures de marché. Les seuils de procédure d'abord. Alors, comme vous le savez, tous les 2 ans, la Commission européenne adopte un règlement qui détermine les seuils de procédure formalisés, c'est-à-dire les marchés qui doivent se conformer aux règles des directives. Un règlement a été adopté fin 2015 et détermine les seuils de procédure pour la période 2016-2017, 1er janvier 2016, 31 décembre 2017. Les seuils ont été légèrement revus à la hausse. Pour les marchés de fourniture et de services de l'État, 135 000 € hors taxes. Pour les marchés de fourniture et de services des collectivités territoriales et leurs établissements publics, 209 000 € hors taxes. Pour les marchés de fourniture et de services des entités adjudicatrices, 418 000 € hors taxes. Et enfin, pour les marchés de travaux, quel que soit l'acheteur, 5 225 000 € hors taxes. Je reviens sur le seuil des entités adjudicatrices. Je reviens sur ce que je disais il y a quelques instants sur la distinction pouvoir adjudicateur, entité adjudicatrice. Nous voyons là que l'établissement public de coopération intercommunale qui achète des fournitures de bureaux pour ses services administratifs devra se soumettre aux procédures formalisées à partir de 209 000 €. Il devra se soumettre, le même établissement public de coopération intercommunale, aux procédures formalisées pour les achats des autobus, des cars correspondant à sa compétence transport interurbain à compter de 418 000 € hors taxe. Voilà que suivant la qualité avec laquelle le même établissement public de coopération intercommunale achète, les règles, en tout cas en matière de seuil, sont dissendantes. Alors, ce seuil, je le précise, il doit être apprécié non pas en considération du marché à conclure, mais en considération des besoins. Le seuil s'apprécie au regard du besoin. Il ne faudrait pas artificiellement considérer qu'on peut se soustraire au seuil des procédures formalisées en disant le marché en cause, il est inférieur au seuil, donc je peux passer un marché à procédure adaptée. Et dire dans quelques années, je vais passer un autre marché pour le même besoin, toujours sous le seuil des procédures formalisées. Car très rapidement, ce que l'on pourrait constater, c'est qu'en réalité, c'est le même besoin qu'il s'agissait de satisfaire. Et donc, on va agréger les deux montants et dire, mais finalement, le besoin est identique, il fallait faire masse des deux montants et appliquer non pas le marché à procédure adaptée, mais le marché de procédure formalisée. Les textes sont très clairs. Le seuil
il doit s'apprécier en considération du besoin et non pas du marché. D'ailleurs, si on lit bien les textes, on constate que les textes parlent des marchés correspondant à un besoin, des marchés au pluriel, un besoin au singulier. C'est bien le besoin qui détermine le seuil de la procédure et non pas les marchés éventuellement à conclure pour la satisfaction qui est besoin. En dessous des seuils de procédure formalisée, nous sommes dans le régime de la procédure adaptée, qui permet aux acheteurs de déterminer librement les modalités de la procédure. Et puis, on a le seuil que l'on appelait sous le régime du Code dispense de procédure et qui, sous l'empire de l'ordonnance, n'est plus un marché à procédure adaptée au sens strict, puisque sous le régime du Code, le seuil de dispense de procédure était fixé à l'article 28, 28 qui déterminait le régime des marchés à procédure adaptée. Sous le régime de l'ordonnance, les marchés correspondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 € hors taxe est un marché qualifié de marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable. Donc en droit strict, le marché à procédure adaptée est tout marché supérieur à 25 000 € hors taxe, enfin tout marché correspondant à un besoin estimé supérieur à 25 000 € hors taxe, jusqu'au seuil des procédures formalisées. En deçà de 25 000 €, c'est le marché négocié sans publicité ni mise en concurrence. Le régime ne change pas fondamentalement à cet égard. Je rappelle simplement que là encore, le seuil est apprécié en considération du besoin. Il serait évidemment artificiel de conclure plusieurs marchés de 24 999 € pour un même besoin. Ce serait évidemment tout à fait caricatural. Je rappelle par ailleurs que dans ce cadre du marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable, il est souhaitable, c'est rappelé par les textes, c'était déjà fixé par l'article 28 du Code, c'est fixé par l'article 30 de l'ordonnance, il est souhaitable de ne pas contractualiser systématiquement avec le même opérateur économique, quand bien même nous serions dans le cadre d'un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable. Alors, quelques rappels sur les procédures de marché. Les procédures de marché qui figuraient dans le Code sont maintenues. La procédure d'appel d'offres ouvert ou restreint qui demeure la procédure de droit commun. Innovation précisément en termes procédural. La procédure concurrentielle avec négociation, c'est la procédure par laquelle un pouvoir adjudicateur, et j'insiste ici sur le fait que c'est un pouvoir adjudicateur, car l'ordonnance réserve la procédure concurrentielle avec négociation au pouvoir adjudicateur, procédure dans laquelle le pouvoir adjudicateur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques. C'est typiquement la procédure qui peut être mise en œuvre pour le partenariat d'innovation. Partenariat d'innovation, c'est un instrument contractuel, ce n'est pas une procédure, c'est un instrument contractuel. La procédure qui permet de le conclure est précisément la procédure concurrentielle avec négociation. C'est un instrument qui est parfaitement adapté dans l'hypothèse où l'acheteur a un besoin à satisfaire qui soit n'existe pas sur le marché, soit présente un caractère innovant. Et encore, il faudra que l'acheteur détermine, rapporte la démonstration de ce que l'objet acheté ou la solution achetée présente un caractère innovant. La procédure négociée avec mise en concurrence préalable, c'est une forme de procédure concurrentielle avec négociation, mais réservée aux entités adjudicatrices. Procédure du dialogue compétitif, elle est maintenue, elle existait déjà sous l'empire du Code. Alors, la procédure adaptée au-delà de 25 000 €, les modalités de la procédure sont déterminées librement par l'acheteur. L'une des caractéristiques de la procédure adaptée demeure la possibilité de négocier, avec des éléments de clarification opportuns qui ont été apportés par la jurisprudence et confortés par les textes, s'agissant des conditions dans lesquelles il est possible de négocier en marché à procédure adaptée.
l'incertitude juridique pour les acheteurs était celle de savoir dans quelles conditions je peux négocier. Et surtout, est-ce que je peux me réserver la possibilité de négocier ou à l'inverse, à partir du moment où je dis que je vais négocier, je dois le faire de manière obligatoire. La jurisprudence administrative était hésitante, les juridictions du fond, tribunaux administratifs, adoptaient des positions dissemblables, certains juges considérant qu'à partir du moment où l'acheteur avait indiqué dans ses documents de consultation qu'il se réservait la possibilité de négocier, il devait le faire nécessairement. D'autres considéraient que le fait même d'inscrire que l'on se réservait la possibilité de négocier autorisait à ne pas le faire. Autorisait à ne pas le faire. Le Conseil d'État, dans un arrêt de 2015, Société Access, a clarifié les choses et est revenu à une lecture littérale de l'ancien article 28, à savoir que la possibilité de négocier, elle demeure à partir du moment où on inscrit qu'on se réserve la possibilité de négocier. Se réserver la possibilité de négocier, c'est aussi se réserver la possibilité de ne pas le faire. Les textes ont repris cette position avec cette précision, c'est que le pouvoir adjudicateur, l'acheteur doit indiquer dans les documents de consultation non pas qu'il se réserve la possibilité de négocier, mais qu'il se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales. Et donc, à partir du moment où il indique qu'il se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, ça veut dire qu'il se réserve la possibilité de ne pas négocier précisément. Mais il faut le dire qu'on se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, il faut l'écrire, car faute de l'avoir écrit, faute d'avoir indiqué clairement que l'on se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, eh bien, cela obligerait l'acheteur alors à négocier dans le cadre de la procédure d'AD. Donc, essayons d'être très rigoureux sur la rédaction des documents de consultation en disant, voilà, dans le cadre du marché à procédure adaptée, je me réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales et par conséquent, je ne suis pas contraint de négocier pour attribuer le marché. Dernière considération sur laquelle je souhaitais attirer votre attention, c'est sur un élément de souplesse introduit par les textes, et en l'occurrence par l'ordonnance et le décret, transposant la directive, c'est les modifications du marché en cours d'exécution. La directive du secteur classique 2014-24 encadre, plus que ne le faisait la directive 2004-18, l'exécution du contrat. Et elle l'encadre à travers le régime de ce que l'on appelait les avenants. On ne parle plus d'ailleurs d'avenants au sens strict, on parle de modification du marché en cours d'exécution. Pourquoi? Parce que la modification, elle peut soit prendre une forme contractuelle, c'est l'avenant, soit prendre une forme unilatérale. Et c'est la raison pour laquelle le terme d'avenant n'a pas été retenu. On parle désormais de modification du marché en cours d'exécution. Plusieurs hypothèses sont prévues, précisément 6, je ne les énumère pas de manière exhaustive ici, plusieurs hypothèses de modification du marché en cours d'exécution sont prévues. L'idée générale, c'est que toute modification substantielle du marché en cours d'exécution est interdite. Ça reste le principe. Mais il y a différentes hypothèses, 6 hypothèses que je mentionnais à l'instant, qui permettent de caractériser une modification comme n'étant pas précisément substantielle et comme étant permise. Ce sont des hypothèses de modification permise. L'une de ces hypothèses présente un élément tout à fait opportun pour l'acheteur public, un élément d'adaptation de la vie du contrat en cours d'exécution, c'est la clause de réexamen. Quelle est l'idée? L'idée, c'est que l'acheteur peut prévoir ab initio, dès l'origine, les circonstances, les cas dans lesquels le marché pourra être modifié en cours d'exécution. C'est le dispositif, le mécanisme de la clause de réexamen.
Et c'est un élément de souplesse tout à fait notable, c'est que la clause de réexamen, elle peut être mise en œuvre quel que soit le montant de la modification. Quel que soit le montant de la modification. Vous savez que sous l'empire du Code, l'article 20 encadrait le régime des avenants de manière relativement stricte, dans les limites permises par le juge. Un avenant ne pouvait pas avoir pour objet de modifier l'objet du marché précisément, et un avenant ne pouvait pas avoir pour effet de bouleverser l'équilibre du contrat, la jurisprudence considérant qu'une modification de l'équilibre du marché excédant 15% était sujette à irrégularité, ou en tout cas il fallait un effort de motivation de la part de l'acheteur pour qu'un avenant bouleversant l'équilibre économique du marché au-delà de 20% du montant initial soit accepté. La clause de réexamen permet de faire évoluer le marché en cours d'exécution, quel que soit son montant. Toute la difficulté pour l'acheteur est alors de déterminer la rédaction, de préciser la rédaction de cette clause de réexamen. Car la clause de réexamen n'est valide que si elle prévoit des options claires et univoques, c'est-à-dire qu'elle détermine les circonstances, les cas dans lesquels il sera possible de la mettre en œuvre. Alors, d'ordre pratique, comment peut-on faire déjà? Imaginons un contrat qui a été exécuté sur la période 2012-2016. L'acheteur est nanti de l'expérience de l'exécution de ce contrat. Et il sait que sur la période 2012-2016, il a conclu tel et tel avenant pour faire évoluer le contrat. Il est déjà possible de faire un historique de ces avenants, de préciser les circonstances, les conditions dans lesquelles ces avenants ont été conclus sur la période 2012-2016, pour rédiger de manière opportune les clauses de réexamen qui seront introduites dans un marché ayant le même objet pour la période 2016-2020. C'est nanti de l'expérience de l'exécution d'un marché correspondant à la période N que l'on pourra rédiger de manière rigoureuse, précise, claire et de manière univoque les clauses de réexamen du marché qui va prendre la suite sur la période 2016-2020. C'est déjà un premier élément de travail pour sécuriser la rédaction de cette clause de réexamen. Il y a évidemment l'hypothèse de conclure, enfin de modifier le marché pour des travaux ou services supplémentaires, dès l'instant que la modification, le changement de titulaire serait un non-sens économique, parce que changer de titulaire présenterait davantage d'inconvénients pour l'acheteur que de bénéfices. Eh bien, les textes permettent de demander à nos titulaires d'exécuter des travaux, des services supplémentaires ou de assurer la livraison de fournitures supplémentaires sans qu'il y ait lieu de changer de titulaire. On comprend que s'il s'agit d'assurer une homogénéité de parc, par exemple, en matière informatique, on peut faire appel au même titulaire. Ce serait un non-sens que de faire appel à un autre fournisseur. La modification peut être rendue nécessaire du fait de circonstances imprévues. Alors, là encore, soyons prudents, les circonstances imprévues, elles ne doivent pas être invoquées par un acheteur qui ne serait pas diligent. Il y a certaines circonstances qui peuvent être prévues. Par exemple, réaliser des travaux dans une école à l'approche de la rentrée scolaire, tout ça est assez prévisible. On ne peut pas, au mois d'août, dire je vais contractualiser, sauf si le toit de l'école s'effondre le 16 août. Mais on ne peut pas invoquer une circonstance imprévue s'il s'agit de rénover à travers des travaux de peinture ou de plomberie l'école, alors que l'on sait que la rentrée est à une date bien déterminée. Donc ces circonstances imprévues, elles ne peuvent pas être invoquées de manière
exagéré, un acheteur diligent doit pouvoir conclure un marché sans invoquer les circonstances après. Et puis il y a l'hypothèse d'un nouveau contractant qui remplace le titulaire, soit en application d'une clause de réexamen, c'est-à-dire que l'on peut avoir prévu dès l'origine, dans la clause de réexamen, en cours d'exécution, le changement de titulaire, soit en cas de cession de marché, c'est l'hypothèse d'une restructuration interne du titulaire. Dans ce cas, bien, on réalise ce que l'on appelle un avenant de transfert pour prendre acte de cette restructuration ou du rachat d'un titulaire dans le cas d'une procédure de sauvegarde de justice, liquidation judiciaire notamment. Voilà l'essentiel des points sur lesquels je souhaitais revenir, mais bien sûr, nous répondrons volontiers aux questions et je laisse Sébastien Topiac, directeur délégué à l'innovation de l'EGAP, vous entretenir des aspects plus politiques de la Merci Guillaume. Oui, on passe la parole à Sébastien. J'ai déjà reçu beaucoup de questions entre-temps, donc on va essayer on a pris un petit peu de retard sur le timing, mais on va essayer d'y répondre dans une seconde partie. Merci pour votre patience. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Et donc, je crois que Guillaume a posé, dans un délai certes contraint, toutes les bases de cette réforme. Alors, je crois qu'il faut saluer, en tant qu'acheteur et du haut de 15 années d'expérience de l'achat public, au sein d'un établissement aujourd'hui qui pèse près de 3 milliards d'euros de commandes publiques, le fait que cette réforme, finalement, est probablement l'atteinte d'une maturité du droit de la commande publique. Je crois qu'il faut saluer le travail réalisé par l'État, la direction des affaires juridiques, dans la transposition consensuelle, puisque énormément de travaux ont eu lieu avec les acheteurs pour publier ce décret, qui certes est entré en vigueur un peu rapidement, puisque comme vous le savez peut-être, près de le Bureau MP a remarqué 30% de publications de moins d'appels d'offres en avril 2016. Donc voilà, donc une réforme au service de l'économie. Alors c'est vrai que la France est aujourd'hui le premier pays à avoir transposé ce droit européen. Il ne faudrait pas que la France soit le dernier pays à en exploiter tous les bénéfices. Ça, c'est un sujet important. Une réforme au service de l'économie, nous en avons parlé, un cadre plus favorable aux PME, un cadre plus propice à l'innovation, un droit plus juste, plus transparent, un cadre plus simple et plus sécurisé. Alors, un cadre aussi peut-être moins formel, c'est-à-dire que l'acheteur public, et c'est peut-être ce qui peut déranger beaucoup d'acheteurs publics actuellement, se retrouve face à un droit plus ouvert, plus souple, mais qui va conduire à plus de responsabilité de l'acheteur, à une professionnalisation accélérée de l'achat public, professionnalisation qui se traduit déjà par une accélération de la mutualisation au sens de l'État. Nous l'avons vu avec l'affirmation de la direction des achats de l'État, l'émergence de centrales d'achat ou de structures de mutualisation dans les territoires, les régions, les métropoles, et la mise en place prochaine des groupements hospitaliers de territoire dans le domaine de la santé. Donc un cadre plus souple, un acheteur plus responsable. Comme vous le savez, la France est relativement spécifique dans la commande publique, 130 000 acheteurs publics en France, un acheteur sur deux en Europe est français, une procédure sur deux de marché public publiée en Europe est publiée en France, ce qui pose la question de comment accompagner de manière efficace la moitié des acheteurs européens, finalement la France, dans une exploitation la plus rapide et la plus pertinente d'un droit qui, je crois, n'a jamais été aussi propice à l'achat responsable, aux PME et à l'innovation, tout en n'oubliant pas, bien sûr, les objectifs de rationalisation budgétaire et la nécessité de travailler de plus en plus en coût complet. Le coût complet, on sait, un sujet très compliqué pour les acheteurs publics et va donc les conduire à davantage se professionnaliser, se regrouper et à monter naturellement en compétences, pas que juridiques, mais surtout techniques. Et puis c'est aussi bien sûr une réforme au service, on en a parlé, de l'investissement public. Alors, quelques points. Un cadre plus favorable à l'achat responsable. L'allotissement devient la règle pour les acheteurs publics. L'était déjà, la France était en avance. D'ailleurs, l'Europe n'a fait que finalement reprendre
ce que la France avait initié, notamment dans le fameux article 10 du Code des marchés publics. Alors, l'allotissement devient la règle, ce n'est pas pour cela qu'il faut tout allotir et allotir en permanence. Je crois que la consécration du sourcing, des études de marché doit conduire à justement mieux comprendre, mieux connaître l'amont industriel et adapter l'allotissement en fonction du contexte qui est celui de l'acheteur. Alors on pourra, c'est vrai, s'interroger sur l'ambiguïté qu'il y a d'une part à amener les acheteurs publics à allotir et d'autre part à leur permettre de retenir le même candidat pour plusieurs lots à des fins d'optimisation économique. C'est une petite ambiguïté que moi-même en tant qu'acheteur je note. C'est-à-dire d'une part allotir, mais d'autre part peut-être essayer de faire des choix d'entreprise sur plusieurs lots et donc avec une possibilité d'optimisation économique. La part réservée aux PME dans les marchés de partenariat, la simplification de l'accès, le DUM, donc le dossier unique de marché européen, le MPS qui est entré en vigueur par une initiative remarquable et remarquée de la France et du SGMAP, donc le marché public simplifié, et la dématérialisation qui, comme vous le savez, j'allais dire, sera le sujet de l'année 2017 et de l'année 2016, 2017 et 2018, puisque les centrales d'achat seront obligées de traiter l'ensemble de leurs procédures de manière dématérialisée dès 2017 et pour les acheteurs publics dès octobre 2018, sujet sur lequel d'ailleurs VK intervient régulièrement. Moins d'élimination en phase de candidature, donc c'est l'encadrement des exigences en matière de chiffre d'affaires et de référence. Certaines structures, l'UGAP en est une, a décidé depuis de nombreuses années de ne plus éliminer en partie sur des seuils de chiffre d'affaires ou d'effectifs des entreprises, considérant que c'est l'offre qui doit aujourd'hui constituer le choix, davantage que la candidature qui, parfois, dans une approche un peu restrictive, pouvait fermer la porte à des entreprises TPE et PME. Le marché, nous l'avons évoqué, sous les seuils des 25 000 euros. Guillaume a eu la bonne idée de rappeler j'allais dire ce qu'on entendait par seuil et ce qu'on entendait par 25 000 euros, ayant tendance parfois encore à entendre autour de mes périples territoriaux régionaux, le fait que ce seuil soit approché au contrat et non pas au besoin, ce qui change souvent beaucoup les choses. La consécration du sourçage, du sourcing, on a peut-être eu du mal à trouver d'ailleurs le terme, pour moi, en tout cas, un acheteur public qui aujourd'hui n'étudie pas son marché avant une procédure, j'allais dire, a toutes les chances de se retrouver en difficulté. Guillaume le disait très bien, si on veut faire une clause de réexamen qui soit indiscutable et de qualité, soit on a l'historique de son marché précédent, soit on a fait un travail en amont suffisamment approfondi pour prévoir ou anticiper tous les cas de figure qu'il pourrait se produire. Certains acheteurs dans des structures de mutualisation aujourd'hui consacrent 30 à 40% de leur temps achat en sourcing. C'est le cas à l'UGAP, mais c'est le cas dans d'autres structures comme au niveau de la direction des achats de l'État notamment. Des besoins exprimés davantage en termes de performance qu'en termes de caractéristiques techniques, l'élargissement, on en a parlé, des conditions de recours au dialogue compétitif, la possibilité de recourir à la négociation, considérant que cette réforme n'est pas non plus une ouverture, un blanc-seing à tout faire et tout négocier. D'ailleurs, on pourrait considérer qu'une très bonne phase de sourçage est une forme de négociation à part entière, puisqu'elle permet de rapprocher de manière très efficace le besoin et l'offre à venir. L'encouragement au recours aux variantes reste un sujet bien sûr important. L'offre économiquement la plus avantageuse, les critères et le dispositif du partenariat d'innovation qui n'est qu'une possibilité de développer l'achat innovant. Nous l'avons démontré, l'appel d'offres ouvert avec le critère caractère innovant, le marché négocié sans publicité ni mise en concurrence sur brevet sont aussi des procédures qui aujourd'hui bien utilisées permettent d'accompagner des entreprises innovantes qui sont aujourd'hui à la recherche bien sûr de la commande publique. Donc un cadre plus favorable à l'achat responsable, mais un acheteur beaucoup plus finalement professionnel, beaucoup plus expert et amené, j'allais dire dans les semaines et les mois à venir, et bien de plus en plus à être beaucoup plus acteur de la phase de sourcing, beaucoup plus acteur des procédures, beaucoup plus acteur de l'exécution des contrats. Beaucoup d'acheteurs oublient que dès lors qu'un contrat est notifié, eh bien, il faut le suivre, il faut l'exécuter, il faut bien sûr prendre note, comme disait Guillaume, pour anticiper le renouvellement. Et puis, c'est un droit, je pense, pour conclure sur ce point, un droit peut-être plus d'origine plus libérale, plus anglo-saxon, plus d'inspiration peut-être aussi un peu américaine, qui va faire que l'acheteur va être beaucoup plus libre en amont,
un peu plus libre pendant les procédures en phase de négociation, mais beaucoup plus contraint par l'exécution du contrat et par la limitation de ce qu'on appelait autrefois avenant, ce qui veut dire que l'acheteur va être obligé de repenser, je crois, son métier et être davantage en amont dans les procédures et aura beaucoup moins, en tout cas, d'opportunités de modification des contrats en cours d'exécution, du moins dès lors qu'il ne les ait pas prévus, j'allais dire, dans le cadre des procédures. Voilà ce que l'on pouvait peut-être dire en quelques mots. Merci beaucoup Sébastien, merci beaucoup à tous les deux, bien sûr. Alors, vaste sujet qu'il est évidemment très difficile de condenser en si peu de temps, je le sais. On le sait tous, preuve en est énormément de questions qui me sont arrivées au cours de votre présentation, sans surprise. Alors, on a évidemment pris un petit peu de retard, mais si vous êtes d'accord, messieurs, on va quand même se prendre un petit temps de questions-réponses. Bien sûr. Alors, je vais remonter au fur et à mesure les questions. Hop. Pouvez-vous expliquer plus en détail les interdictions de soumissionner facultatives de l'article 48 de l'ordonnance? Oui, alors c'est faire une explication, de texte extrêmement littérale. Bon, d'abord, il n'y a pas de révolution, enfin, tout ça n'est pas très révolutionnaire. Il y avait déjà des interdictions de soumissionner sous l'empire du Code. Donc, à cet égard, l'ordonnance n'est pas fondamentalement inédite. Précisément parce que les interdictions de soumissionner sont très larges, par exemple l'interdiction de soumissionner du fait d'une condamnation de tenue définitive en justice pour répondre à un contrat de la commande publique. Notre interlocuteur vise quoi exactement? Alors, n'hésitez pas à préciser vos questions toujours dans la fenêtre questions. On essaiera d'y revenir un peu plus tard. Là, en l'occurrence, c'était une question de Fatima. Fatima, n'hésitez pas à nous donner davantage de précisions pour qu'on puisse avancer. En attendant, on va peut-être passer une autre question pour que tout le monde soit satisfait. Est-ce que le juge judiciaire est toujours compétent pour les marchés passés par les acheteurs privés? Autrement dit, est-ce que la notion de marché public de droit privé existe toujours? Oui, alors voilà une question intéressante qui est partiellement résolue par l'ordonnance. L'ordonnance précise la qualification législative des marchés conclus en application de l'ordonnance par les personnes morales de droit public. Il est très clairement dit que tous les marchés conclus en application de l'ordonnance par les personnes morales de droit public sont des contrats administratifs. Par suite, seul le juge administratif est compétent pour en connaître. S'agissant des contrats conclus par des personnes morales de droit privé, nous n'avons pas dans l'ordonnance cette qualification législative. Je dis qualification législative puisqu'une ordonnance, dès l'instant qu'elle est ratifiée par une ratification, a valeur législative. Nous n'avons pas cette qualification législative, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra qualifier le contrat conclu par des personnes morales de droit privé, c'est-à-dire marché public de droit public ou marché public de droit privé, en considération des critères jurisprudentiels du contrat administratif. Là, il faudra étudier l'objet du contrat et vérifier si, dans les stipulations du contrat, on identifie les critères jurisprudentiels du contrat administratif, le critère du service public, le critère des prérogatives exorbitantes du droit commun, qui emporteront, suivant que ces critères sont remplis ou pas, la qualification de contrat administratif ou de contrat privé, c'est-à-dire de marché public de droit public ou de marché public de droit privé. Donc, le cas échéant, si les critères jurisprudentiels du contrat administratif ne sont pas présents, nous serons en présence d'un contrat relevant de la compétence du juge judiciaire.
Merci beaucoup. Je reviens juste à la question juste avant. Notre auditrice me précise l'article 48 de l'ordonnance. Je ne sais pas si ça vous éclaire davantage. Oui, alors l'article 48 de l'ordonnance, pas totalement étranger, mais cet article liste un certain nombre d'interdictions de soumissionner. Est-ce que notre auditrice, notre interlocutrice voudrait que des précisions sur un cas d'interdiction de soumissionner, car sinon ça pourrait prendre voilà, le temps c'est peut-être un petit peu hors cadre. Ouais. Surtout qu'encore une fois, les interdictions de soumissionner, elles existaient déjà sous l'empire du Code. Donc, je ne voudrais pas me livrer à une litanie exhaustive de tous les cas. Alors bon, effectivement, là, il y a des questions particulièrement larges qui est compliqué d'aborder dans le cadre de cette conférence, donc on va peut-être passer à d'autres questions, histoire que tout le monde ait aussi au moins une partie de réponse à ces questions. J'ai une question sur l'appel d'offres restreint. L'appel d'offres restreint n'est-il pas une atteinte à la libre concurrence et donc à un principe fondamental de la commande publique? Dès lors, faut-il présélectionner les candidats admis à concourir selon une procédure particulière? Alors, l'appel d'offres restreint serait-il une procédure qui serait attentatoire à la concurrence? Là encore, l'appel d'offres restreint existait déjà sous l'empire du Code. Je crois que l'atteinte à la concurrence procède d'une méconnaissance des grands principes du droit de la commande publique, que sont les principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement et de transparence. Et dès l'instant que les conditions permettant de mettre en œuvre une procédure d'appel d'offres restreint sont portées à la connaissance de l'ensemble des opérateurs économiques en toute transparence, les règles du jeu étant claires, les grands principes fondamentaux de la commande publique étant respectés, je ne vois pas en quoi cette atteinte à la concurrence serait caractérisée. J'ajoute que l'appel d'offres restreint, il procède des directives, et on ne peut pas faire un mauvais procès à la Commission européenne, qui est à l'initiative de la réglementation en matière de marché public, d'être le partisan d'une restriction de la concurrence. La Commission européenne est précisément gardienne de la concurrence au sein du marché. On a mal à croire que le mobile qui animait la Commission européenne en créant cette procédure d'appel d'offres restreint ait été précisément de limiter la concurrence. Encore une fois, dès l'instant que les règles du jeu ont été portées à la connaissance des opérateurs économiques en toute transparence, il n'y a pas d'atteinte, qui me semble-t-il, caractérisée à la concurrence. D'ailleurs, Guillaume, nous pourrions dire que finalement les procédures formalisées sont probablement les procédures du droit de la commande publique qui sont les plus proches des trois grands principes de la commande publique, et qu'on pourrait s'interroger davantage sur d'autres types de procédures, sur des seuils plus bas ou plus faibles, et sur la réalité parfois de ces procédures à permettre le respect des trois grands principes. Merci beaucoup. Je vais un petit peu vite, je suis désolée, mais est-ce que la directive européenne 2014-24 sur les avenants ne s'applique bien qu'au marché lancé à compter du 1er avril 2016 ou même pour les avenants au marché en cours? D'accord. Alors, d'abord, la directive 2014-24 ne parle plus d'avenant, comme je le disais, hein, le terme, le chapitre consacré ne l'évoque pas, parle de modification en cours d'exécution. Alors, ça dépend des cas, car par hypothèse, la clause de réexamen n'a pas pu être introduite pour des marchés dont la procédure a été lancée avant le 1er avril 2016. Par hypothèse, puisque le régime n'était pas celui-là. En revanche, on peut très bien concevoir d'introduire, et le GAP par exemple l'a fait pour certaines de ces procédures, d'introduire par avenant précisément, ou par modification, des dispositions au marché en cours d'exécution, quand bien même leur marché aurait été conclu sous l'ancien régime, pour précisément tenir compte du nouveau cadre juridique.
Il est possible, en modifiant son marché, de tenir compte du cadre juridique ainsi issu des nouvelles règles. Mais là encore, tout dépend du cas de modification que l'on souhaite mettre en œuvre. Merci beaucoup. Là, j'ai une demande de précision sur un point. Me confirmez-vous qu'il n'est plus possible de demander les pièces relatives aux interdictions de soumissionner durant la phase de candidature? Oui, alors le dispositif, pour ce qui est de la phase candidature, va dans le sens d'une simplification de la mission du travail des opérateurs économiques. En bref, ce que désormais prévu, c'est que l'acheteur n'a pas à demander les documents relatifs à la candidature dès l'instant qu'il peut les obtenir par ailleurs, notamment par la faculté qu'il a d'accéder à des bases de données, qui sont tenues par des services administratifs qui disposent de tous les éléments de justification, par exemple les certificats fiscaux et sociaux qui peuvent être obtenus en consultant les services de la DRFIP, la Direction régionale des finances publiques, les services de la COS, tout document administratif relatif à la candidature, auquel l'acheteur peut avoir accès par lui-même, les opérateurs économiques sont fondés à ne pas les remettre directement. Par ailleurs, le dispositif fonctionne désormais sur le régime de la déclaration sur l'honneur. Seul l'attributaire, enfin seul l'opérateur économique à qui il est envisagé d'attribuer le marché devra produire les justificatifs nécessaires. Là encore, c'est un élément de simplification. Ce que l'on dit, en bref, c'est que les opérateurs économiques doivent mettre toute leur énergie dans la réponse, dans l'offre. Tout ce qui relève de la phase administrative, qui peut être extrêmement chronophage. Je pense à des petites et moyennes entreprises. Toutes les petites et moyennes entreprises n'ont pas une cellule marché dédiée pour répondre à des consultations. Donc lorsque l'acheteur, encore une fois, peut avoir accès à ces documents administratifs, et là encore, Sébastien l'a évoqué, le dispositif tout à fait remarquable porté par le SGMAP, le dispositif du marché public simplifié, répond à cette préoccupation. Le marché public simplifié, c'est la possibilité pour l'acheteur, en activant cette fonctionnalité sur sa plateforme, de permettre aux entreprises de répondre à une consultation avec leur seul numéro de SIRET. L'effet de cette réponse avec le seul numéro de SIRET permet alors à l'acheteur d'obtenir de l'ensemble des administrations qui ont la possibilité de remettre ces documents administratifs à travers une plateforme d'échange, l'ensemble des documents administratifs. Vous renseignez votre numéro de SIRET, cela permet à l'acheteur d'obtenir l'ensemble des documents administratifs, encore une fois de la DRFIP, de la COS, du casier judiciaire, des greffes des tribunaux de commerce, de certains organismes qui délivrent des certifications, notamment en matière de marché de travaux. Tous ces documents vont être directement récupérés par l'acheteur. L'opérateur économique, en renseignant son numéro de SIRET, n'aura pas à les fournir. Ce qui est par ailleurs une seconde garantie là pour l'acheteur, c'est qu'il est certain d'avoir des documents à jour. Les documents qui vont lui être fournis par ces services administratifs à travers la fonctionnalité du NPS, c'est la garantie d'avoir des documents à jour. Si je peux compléter ce propos, j'allais dire une attention toute particulière qu'il ne faut pas oublier à l'exécution des contrats et à ses obligations. On pense beaucoup souvent aux attestations lors de la candidature, mais n'oublions pas les obligations liées au droit du travail sur l'obligation de vigilance des acheteurs publics. C'est vrai que Guillaume le disait très bien, c'est vrai que l'IAP a depuis 7 ans, a finalement initié le processus un partenaire qui est en l'occurrence iattestation.com, mais qui nous permet, nous, depuis maintenant 7 ans, de ne plus demander aux entreprises en phase de candidature des pièces que nous aurions pu récupérer de manière aisée auprès, alors à l'époque d'un prestataire, et puis maintenant de manière peut-être plus généralisée auprès de ces organismes. Et je crois que c'est un formidable gain de temps pour les PME, mais c'est aussi, par expérience, un formidable gain de temps pour l'acheteur. L'acheteur qui doit maintenant se concentrer, et qui doit se concentrer davantage sur l'offre
et sur sa conformité que sur une phase de candidature de plus en plus automatisée, qu'on pourrait d'ailleurs imaginer à un moment peut-être disparaître au profit de, comme dans certains pays nordiques, de feu vert, de feu orange ou de feu rouge, c'est-à-dire que le fournisseur peut ou pas répondre à un marché public. Donc on est dans cette voie de simplification qui est une excellente nouvelle pour les PME. Merci messieurs. Là j'ai une question qui m'est arrivée sur le jury de concours. Qui peut le présider dans une collectivité locale? Cela n'est plus précisé dans l'article 88 du décret. Oui, alors la règle en la matière, c'est que lorsque ce n'est pas précisé, il y a le principe de libre administration des collectivités locales qui s'applique. Ce peut être toute personne désignée par soit l'organe délibérant, soit l'autorité exécutive. Je rappelle que la matière des marchés publics dans le contexte des collectivités territoriales est une matière qui relève de l'organe délibérant. On voit ça très clairement dans la structure même du Code général des collectivités territoriales, où la compétence en matière de marché des collectivités territoriales est celle de l'organe délibérant. Seul l'organe délibérant peut habiliter, en fixant un certain seuil, l'autorité exécutive à contractualiser directement. Donc c'est toute personne désignée par l'organe délibérant qui peut présider ce jury de concours. Je rappelle également que en matière de négociation, toute personne au sein d'une collectivité locale peut négocier avec les opérateurs économiques. Ce n'est pas nécessairement la personne qui est habilitée à signer le marché qui peut engager les négociations. Ça peut être un agent habilité pour suivre la procédure. Merci beaucoup. Une question suivante, doit-on aujourd'hui nécessairement prévoir l'établissement d'un accord cadre pour effectuer des achats au fur et à mesure des besoins? Oui, alors voilà une nouveauté qui a été introduite par l'ordonnance, c'est d'abord la définition même de l'accord cadre. L'accord cadre, dans le contexte de l'ordonnance, se conforme à la définition européenne. Et l'accord cadre peut avoir tout prévu. À la différence de l'ancien régime, si je puis dire. L'accord cadre peut s'exécuter directement à travers des bons de commande. Dès l'instant que toutes les stipulations sont prévues par l'accord cadre. En réalité, vous avez deux types d'accords cadres. Vous avez des accords cadres qui ont tout prévu et qui peuvent alors s'exécuter directement par l'émission des bons de commande. Et puis vous avez des accords cadres de l'ancien régime, si je puis dire, qui n'ont pas tout prévu et qui seront alors précisés dans le cadre de marchés subséquents qui eux-mêmes peuvent s'exécuter à travers des bons de commande. Et vous avez aussi cette possibilité d'un accord cadre finalement bicéphale, puisque l'accord cadre peut pour une partie s'exécuter à travers des bons de commande et pour une partie à travers des marchés subséquents. Il faut alors que les documents du marché précisent très clairement quelle est la partie de l'accord cadre qui s'exécutera à travers l'émission de bons de commande et quelle est la partie de l'accord cadre qui nécessitera la conclusion de marchés subséquents. Donc on peut très bien avoir un accord cadre qui s'exécute directement avec des bons de commande, sous réserve que tous les éléments, toutes les stipulations, notamment le prix, aient été prévus dans l'accord. Merci beaucoup. Je pense qu'on va bientôt arriver à la fin de la séance de questions-réponses, peut-être encore une ou deux si c'est bon pour vous. Comment pratiquer désormais les CCAG l'ancien code des marchés publics? Comment pratiquer désormais les CCAG pays et travaux qui visent explicitement l'ancien code des marchés publics? Oui, alors la référence au CCAG, en réalité, elle est prévue par le contrat lui-même. Donc il suffit de faire référence aux stipulations des CCAG pertinents et le cas échéant aux dérogations aux CCAG pertinents pour les appliquer. Là encore,
c'est la liberté contractuelle. Dans le contrat, on peut dire expressément, je me réfère aux stipulations du CCAG Travaux, je me réfère aux stipulations du CAGPI, auquel cas on s'y conforme. On a la possibilité évidemment d'y déroger, mais auquel cas il faut préciser dans les documents de marché quels sont les cas de dérogation. Alors il y a encore deux, c'est exceptionnel, mais il y en a vraiment énormément. Bonjour, les certificats fiscaux et sociaux et pièces prévues aux articles D 82-22-5 du Code du travail n'étaient exécutés qu'aux seuls attributaires sous l'ancien CMP, à l'article 46. Dans le décret, figurent parmi les pièces justificatives et autres moyens de preuve aux articles 50 et 51. Doit-on considérer que leur production est facultative et uniquement nécessaire pour justifier que le candidat n'entre pas dans l'un des cas concernant les interdictions de soumissionner? Oui, alors encore une fois, l'acheteur est en situation d'exiger les documents relatifs à la candidature que du seul opérateur économique auquel il entend attribuer le marché. C'est, si je puis dire, la règle à retenir. Soit l'acheteur a obtenu les certificats fiscaux et sociaux actualisés à travers le dispositif NPS, soit il ne les a pas obtenus, mais des opérateurs économiques en phase candidature, en tout état de cause, il devra l'obtenir avant la notification, c'est-à-dire entre l'attribution et la notification. Merci beaucoup. On va passer, si vous le voulez bien, à la dernière question, parce qu'on arrive malheureusement à la fin du temps dont on disposait pour cette webconférence. Une toute dernière. Un marché mixte doit-il dorénavant faire partie d'un accord cadre? Pas nécessairement. Très bien. Bon, je suis désolée, je sais qu'énormément de questions sont encore en suspens et sont restées sans réponse. C'est malheureusement un petit peu le jeu sur ce genre d'événement. On est en temps limité. Merci évidemment à tous les deux pour ces éléments de réponse. Merci. Pour tous ceux qui évidemment n'auraient pas eu le temps d'avoir des questions, je vous rappelle que VECA continue à vous accompagner sur toutes ces questions et sur le décryptage et l'appropriation des changements dus à cette nouvelle réforme. À travers le service VECA Ligne Expert qui vous permet de poser directement vos questions par téléphone à des experts et d'obtenir une réponse vraiment immédiate. Pour plus de détails sur ce service ou sur celui dont je vous ai parlé en tout début de cette conférence, à savoir notre millésime optimisé aux achats publics, je vous donne rendez-vous sur notre site, pour rappel vk.fr, ou vous invite à contacter directement notre service relations clientèle au 01 53 35 17 17. Merci à tous pour votre attention. Vous étiez extrêmement nombreux à nous avoir suivis aujourd'hui, plus de 200 pour être tout à fait exact. Encore un grand merci à Sébastien Topiac et Guillaume Malespine pour leur intervention. Et je vous donne bien évidemment rendez-vous très prochainement pour une nouvelle webconférence autour d'un sujet d'actualité, peut-être éventuellement marché public, on en reparlera. Merci beaucoup et excellente journée à toutes et à tous au nom de toute l'équipe VECA. Merci à vous deux. Merci.